Chapitre 1, Retour à la maison. La chaleur d'où miroitait sur le tarmac lorsque le sergent-chef Terence McFarland descendit du transport militaire à Fort Bragg. 8 mois en Afghanistan l'avaient transformé. Pas seulement la nouvelle cicatrice qui courait le long de sa mâchoire suite à l'explosion d'un engin explosif improvisé à Kandahar, mais quelque chose de plus profond. Le désert avait brûlé ce qui lui restait de douceur, ne laissant derrière lui que l'acier trempé et une précision calculée. Terence avait passé 12 ans dans les forces spéciales avant ce déploiement, se spécialisant dans le contre-espionnage et les opérations psychologiques. Il comprenait la nature humaine à l'état brut. Comment briser la volonté d'un homme, comment exploiter ses faiblesses, comment forcer ses ennemis à se détruire. Ses compétences l'avaient maintenu en vie dans des endroits où la clémence était un luxe qui coûtait la vie. Sa femme Kayla devait venir le chercher, mais un SMS de dernière minute annonçait que leur fils Austin était malade. Au lieu de cela, il prit le sergent Mitchell S., un autre opérateur se rendant au même complexe résidentiel de la base. « Ça te manque parfois ?» demanda Mitchell alors qu'il roulait dans les rues familières de Fayetteville. « Manquer quoi ?» ? La clarté du dehors. « Tu sais qui sont tes ennemis ?» Terence ne répondit pas immédiatement. Il avait pensé la même chose pendant le long vol de retour. En Afghanistan, les menaces étaient évidentes. Des insurgés, autrement dit des snipers. On les voyait arriver. Il fallait s'y préparer. Il fallait les éliminer. Mais les vrais dégâts venaient souvent de ceux qui étaient les plus proches, ceux qui connaissaient nos vulnérabilités. La maison des McFarland se trouvait au bout de Maple Street, une modeste maison à 2 étages avec un bardage blanc et des volets bleus que Kayla avait insisté pour repeindre l'année dernière. Alors que le camion de Mitchell s'éloignait, Terence remarqua que la pelouse avait besoin d'être tondue et que plusieurs journaux s'étaient accumulés sur le porche. De petits détails. Mais dans son métier, les petits détails révélaient souvent des problèmes plus importants. Il trouva Kayla dans la cuisine, ses cheveux blonds tirés en arrière en un chignon désordonné, vêtue d'une robe d'été qu'il ne reconnaissait pas, elle avait l'air nerveuse, tripotant son alliance, un signe qu'il avait appris à déchiffrer pendant leur 7 années de mariage. « Terry, tu es en avance », dit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Austin dort à l'étage. Le pauvre a eu de la fièvre toute la journée. Terence posa son sac de sport et observa sa femme. Elle avait perdu du poids et sa posture avait changé. Plus confiante, moins dépendante. 8 mois, c'était long. Depuis combien de temps était-il malade? Rien qu'aujourd'hui, les enfants, vous savez comme ces choses arrivent vite. Son rire semblait forcé. Tu as faim? Je pourrais préparer quelque chose. Je vais d'abord voir comment il va. Il monta l'escalier, ses bottes silencieuses sur la moquette, une habitude qui lui avait sauvé la vie plus d'une fois. La chambre d'Austin était au bout du couloir, décorée de posters de super-héros et de maquettes d'avions. Son fils dormait, les cheveux noirs ébouriffés, plus petit que dans ses souvenirs. Terence avait rencontré Kayla 9 ans plus tôt dans un bar près de la base. Elle était serveuse, finançait ses études à l'université et avait semblé impressionnée par ses récits de déploiement à l'étranger. Ils s'étaient mariés vite, trop vite peut-être, et Austin était né 1 an plus tard. Terence avait essayé d'être un bon père malgré les exigences de son travail, mais la vie militaire était dure pour les familles. En regardant son fils dormir, quelque chose le taraudait. La chambre avait l'air différente, plus propre que d'habitude. La bibliothèque d'Austin avait été réorganisée, et plusieurs objets semblaient manquer, notamment la photo de Terence en uniforme qui trônait habituellement sur la table de nuit. Il a dormi presque toute la journée, dit Kayla depuis l'embrasure de la porte, le faisant se retourner. Quel genre de fièvre? Légère. Je lui ai donné du paracétamol. Terence hocha la tête, plaçant un autre petit détail. Pas de thermomètre en vue, pas de flacon de médicaments, pas de mouchoir. Soit Austin se rétablissait remarquablement vite, soit il n'avait pas été malade du tout. Ce soir-là, ils commandèrent une pizza et tentèrent de reprendre contact. Kayla s'enquit de l'Afghanistan, et Terence lui donna la version édulcorée. Chaleur du désert, patrouilles ennuyeuses, comptait les jours jusqu'à son retour. Elle semblait distraite, consultant fréquemment son téléphone. Tout allait bien? Il demanda. Juste des trucs de boulot. Tu sais comment Brenda se comporte quand quelqu'un appelle pour dire qu'il est malade. Kayla travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire depuis 3 ans. Depuis qu'Austin a commencé l'école, le docteur Gérard Morgan tenait un petit cabinet en centre-ville, et Kayla avait toujours prétendu que c'était un travail facile avec de bons avantages sociaux.
Terence n'avait jamais prêté beaucoup d'attention aux détails. Après le dîner, ils mirent Austin au lit ensemble. Le garçon semblait heureux de voir son père bavarder de l'école et de ses amis. Mais Terence remarqua quelque chose d'étrange dans son élocution. Des mots occasionnels qui sonnaient presque étrangers, avec une emphase et une prononciation différentes. « Papa, je peux te montrer un truc cool que j'ai appris ?» demanda Austin tandis que Terence le bordait. « Bien sûr, mon pote. » Austin se mit à compter jusqu'à 10 dans ce qui ressemblait à du russe. Les chiffres étaient prononcés correctement avec les R roulés et les consonnes douces que la plupart des gens mettent des mois à maîtriser. « Où as-tu appris ça ?» demanda Terence d'un ton décontracté. « Un ami m'a appris ça. Il dit que je suis très intelligent. » « Quel ami ? » ?»« Juste un ami de la cour de récréation. Maman dit que je ne suis pas censé trop parler de lui. » Terence jeta un coup d'œil à Kayla, pâle sur le seuil. « Chérie, tu sais comment sont les enfants ?» dit-elle rapidement. « Ils apprennent des choses partout ces jours-ci. YouTube, les autres enfants à l'école. » Mais Terence savait que ce n'était pas le cas. Il avait passé suffisamment de temps en Europe de l'Est pour reconnaître la prononciation des autochtones. Ce n'était pas quelque chose qu'Austin avait appris par hasard. Quelqu'un le lui avait appris régulièrement et systématiquement. Après qu'Austin se soit endormi, Terence et Kayla allèrent dans leur chambre. Elle essaya d'initier une relation intime, mais il n'était pas prêt. Quelque chose clochait, et son instinct se trompait rarement. « Je suis juste fatigué », lui dit-il. « L'envol. » Elle parut soulagée, ce qui était un autre signal d'alarme. La Kayla qu'il avait épousée aurait été prête à intervenir pour les arrestations desquelles disposerait de preuves suffisantes. « Je les vois », répondit Terence. Pour les opérateurs, tous armés. Le général Sweeney sortit d'un SUV noir, dirigeant son équipe par signe de la main. Même en civil, il avait une allure militaire. C'était un homme qui avait gravi les échelons des opérations spéciales, gagnant le respect et la confiance qu'il avait systématiquement trahis. Le son est clair. L'agent LD confirma. Nous enregistrons tout. L'équipe de Sweeney passa 20 minutes à fouiller l'entrepôt avant de réaliser qu'elle était tombée dans un piège. Lorsque Sweeney parla enfin, ses paroles furent accablantes. Morgan avait dû cacher les dossiers ailleurs. Il dit, trouvez-les ou nous irons tous en prison fédérale. Et l'affaire MC Farland, demanda l'un de ses agents. Le mari est devenu un problème. Il en sait trop. Ordre, l'éliminer. Faire croire à des représailles russes. Terence en avait assez entendu. Ces gens avaient planifié son assassinat et menaçaient toujours sa famille. Toute pitié qu'il aurait pu envisager s'évanouit. Toutes les unités interviennent, ordonna l'agent LD. L'entrepôt fut ravagé par des tirs, tandis que les agents fédéraux approchaient de plusieurs directions. Les agents de Sweeney étaient bien entraînés, mais ils étaient en infériorité numérique et pris dans une embuscade. Terence se faufila dans le chaos avec une précision mortelle, engageant les cibles qui menaçaient les agents qui les arrêtaient. 2 des agents furent abattus sous ces tirs avant de pouvoir s'échapper ou détruire des preuves. Le général Sweeney tenta de s'enfuir, mais Terence fut plus rapide. Il plaqua le général près du quai de chargement, le plaquant au sol. « Sergent-major MC Farland, » dit Sweeney, essayant de maintenir son autorité, même menottée. « Vous faites une erreur. La seule erreur que j'ai commise a été de faire confiance à des gens comme vous. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez détruit. Cette opération protégeait les intérêts américains, en faisant du trafic d'enfants américains et en entretenant des relations nécessaires avec des services de renseignement étrangers. Parfois, des sacrifices sont nécessaires pour le bien commun. » Terence fixa l'homme qui avait trahi sa famille et ressentit un profond dégoût. « Dites ça à mon fils. » Tandis que les agents fédéraux emmenaient Sweeney, l'agent LD s'approcha de Terence. « On l'a eu, dit-elle. Dossier financier, aveux enregistrés, preuve directe de trahison. Il disparaît définitivement. Et le réseau? Il rassemblait des actifs d'ancien état. Les enfants du centre de montagne sont tous en détention préventive et suivent un traitement. Et Austin. Les psychologues pensent qu'il se rétablira complètement. Les enfants sont résilients et vous l'avez atteint avant que le conditionnement ne devienne permanent. » Terence sentit le poids qu'il portait depuis des semaines enfin commencer à s'alléger. La menace immédiate était passée, mais il savait qu'il y en aurait toujours d'autres. Agent LD à propos de cette offre d'emploi. Toujours intéressé? Ça dépend. Allons-nous respecter les règles?
Elle sourit d'un air sombre. Quelle règle exactement? En sortant de l'entrepôt, Terence pensait déjà à l'avenir. Il y avait d'autres réseaux, d'autres enfants en danger, d'autres ennemis qui pensaient pouvoir se cacher derrière des postes gouvernementaux et l'immunité diplomatique. Il avait passé sa carrière militaire à obéir aux ordres et à travailler au sein du système. Mais parfois, le système échouait, et alors il fallait enfreindre les règles pour protéger les innocents. Terence McFarland avait trouvé sa nouvelle vocation. Chapitre 9. Justice rendue. 6 mois plus tard, Terence se tenait dans une salle d'audience fédérale, assistant à la condamnation du général de brigade Leroy Sweeney à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les paroles du juge résonnèrent dans la galerie. Votre trahison du serment que vous avez prêté de défendre cette nation représente une trahison sous sa forme la plus abjecte. Austin était assis à côté de lui, sain et sauf. Le conditionnement psychologique avait finalement cédé après des mois de thérapie minutieuse. Le garçon faisait encore des cauchemars de temps en temps, mais le docteur Rebecca Hickman les assura que même ceux-ci s'estomperaient avec le temps. C'est fini, papa? Austin chuchota tandis qu'il regardait Sweeney être emmené. Voilà, répondit Terence. L'agent aidé s'approcha d'eux dans le couloir du tribunal. Au cours des derniers mois, elle était devenue bien plus qu'une collègue, une partenaire de confiance dans une guerre dont la plupart des gens ignoraient l'existence. Le réseau est complètement démantelé, rapporta TL. 47 arrestations dans 9 États. 12 enfants retrouvés et rendus à leur famille. Qu'en est-il du côté russe? Moscou a désavoué toute l'opération. 3 de ses agents de renseignement ont été expulsés et des protestations diplomatiques ont été déposées. Officiellement, cela n'est jamais arrivé officieusement. Officieusement, ils savent que nous les surveillons et ils savent ce qui arrive aux personnes qui ciblent les enfants américains. Ils sortirent du tribunal ensemble, Austin entre eux. Le garçon avait grandi ces derniers mois, non seulement physiquement, mais aussi en compréhension. Il savait que sa mère avait trahi leur famille, que des agents étrangers avaient tenté de l'utiliser comme une arme et que son père avait fait la guerre pour le sauver. Agent LD, dit soudain Austin. Tu vas épouser mon père, rit Patrice, un rire devenu plus fréquent à mesure que l'enquête touchait à sa fin. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe, Austin. Mais tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Oui, je l'aime beaucoup. Terence sentit le feu lui monter aux joues. Il n'avait pas pensé à la romance pendant la crise. Mais maintenant que le danger immédiat était passé, il commença à remarquer chez l'agent LD des choses qui n'avaient rien à voir avec ses compétences professionnelles. Austin, c'est peut-être une conversation entre adultes, à avoir en privé. Il dit, d'accord, mais tu devrais savoir qu'elle est bien plus jolie que maman ne l'a jamais été. Dans la bouche des enfants, Kayla avait été belle au sens conventionnel du terme, mais il y avait quelque chose de plus profond chez Patrice, la force, l'intégrité, le genre de beauté qui vient du caractère plutôt que de la génétique. Ce soir-là, une fois Austin couché, Terence et Patrice s'assirent sur sa véranda, buvant de la bière en regardant les étoiles. La maison avait été reconstruite après le siège, mais il avait conservé de nombreuses améliorations en matière de sécurité. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Et maintenant, demanda-t-elle. J'y ai réfléchi. L'offre du bureau est tentante, mais je ne suis pas sûr de vouloir travailler dans une autre bureaucratie. Et ensuite? Un cabinet de conseil privé pour aider les familles laissées pour compte à gérer des situations trop dangereuses ou trop sensibles pour les voies officielles. Un travail d'autodéfense, un travail de justice. Il y a une différence. Elle resta silencieuse un instant, pensant que ce serait dangereux. Tout ce qui en vaut la peine est dangereux. Et Austin passe toujours en premier. Mais il est aussi assez grand pour comprendre que parfois les gens ont besoin d'aide. Et parfois, son père est le seul à pouvoir la fournir. Il faut des partenaires, des personnes de confiance. J'ai mis Mitchell et Van à bord. Casey est intéressé. Il nous faut quelqu'un avec des relations au niveau fédéral, quelqu'un qui comprenne le fonctionnement du système. Terry McFarland, me proposez-vous un emploi? Je vous offre une chance de faire une réelle différence. Elle se renversa dans son fauteuil, scrutant son visage à la lumière du porche. Et nous? Cette histoire entre nous, qu'en pensez-vous? Mélanger affaires et relations personnelles est compliqué. Tout est compliqué. La question est de savoir si cela en vaut la peine. Elle sourit et rapprocha sa chaise de la sienne. Austin a raison, vous savez. Vous devriez m'inviter à sortir comme il se doit.
Agent LD, aimeriez-vous dîner avec moi un de ces jours? Je pensais que vous ne me le proposeriez jamais. 3 mois plus tard, ils se mariaient lors d'une cérémonie intime au palais de justice où Sweeney avait été condamné. Austin portait les alliances, souriant fièrement tandis que son père et sa nouvelle belle-mère échangeaient leurs vœux. Van Maloney, désormais retraité du service actif, porta un toast à la réception en l'honneur de Terry et Patrice, qui prouvait que les meilleures alliances se forgent parfois au combat. Le McFarland Consulting Group ouvrit ses portes 6 semaines après le mariage, dans un centre sécurisé de Richmond. Leur première affaire concernait la fille d'un sénateur, enlevée par des trafiquants d'êtres humains. Leur deuxième concernait un sous-traitant militaire vendant des armes à des organisations terroristes. Chaque affaire fut traitée avec la même précision méthodique que celle dont Terence avait fait preuve dans sa guerre contre le réseau russe. Il n'y avait qu'une seule règle, protéger les innocents, éliminer la menace. Austin s'épanouit dans son nouvel environnement. Son épreuve lui apprit que le monde abritait monstres et héros, et que parfois, des gens ordinaires devaient devenir des héros pour arrêter les monstres. Ses compétences en russe, bien maîtrisées, le rendaient utile dans la collecte de renseignements. « Papa », dit-il un soir alors qu'ils examinaient ensemble les dossiers. « Maman te manque-t-elle parfois ?» Terence réfléchit attentivement à la question. « La femme que je croyais être me manque. Mais cette personne n'a jamais existé. Es-tu en colère contre elle? Plus maintenant. La colère n'est qu'une prison comme une autre, et j'ai mieux à faire que de rester enfermé. Comme quoi? Comme s'assurer qu'aucun autre enfant ne subisse ce que tu as vécu? Austin hocha la tête solennellement. À 11 ans, il comprenait la justice comme la plupart des adultes ne la comprendraient jamais. Le téléphone sonna. Une autre affaire. Une autre famille en crise. Une autre occasion de faire bouger les choses. Terence répondit, Patrice à ses côtés et Austin à ses côtés, prêts à affronter la suite. Certains trouvaient leur raison d'être dans les salles de conseil ou les amphithéâtres. Terence McFarland trouvait la sienne dans les espaces obscurs entre le droit et la justice, protégeant ceux qui ne pouvaient se protéger eux-mêmes. C'était un travail dangereux, mais c'était son travail. Et pour la première fois depuis son retour d'Afghanistan, il était exactement là où il devait être. La guerre n'était jamais terminée. Mais maintenant, il la menait selon ses propres conditions, avec des gens en qui il pouvait avoir confiance, pour des causes importantes. Et au final, cela fit toute la différence. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Blessé par ce rejet, Lorraine insistait sur ce qui n'allait pas. Cette version-là se retourna et s'endormit. Terence resta éveillé, écoutant sa respiration ralentir et s'approfondir progressivement. Une fois certain qu'elle dormait, il se glissa hors du lit et commença à fouiller minutieusement la maison. Dans la cuisine, il trouva des reçus enfouis dans un tiroir, des dîners coûteux dans des restaurants hors de prix, des achats dans des magasins dont il n'avait jamais entendu parler. Les relevés de cartes de crédit révélaient des habitudes de dépenses qui ne correspondaient ni à leur budget ni aux horaires de travail supposés de Kayla. La véritable découverte se trouvait dans le sac à dos d'Austin, accroché près de la porte de derrière. À l'intérieur, sous les fournitures scolaires et les devoirs froissés, se trouvait un téléphone portable qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était un modèle prépayé bon marché, le genre de téléphone que les trafiquants de drogue et les espions utilisaient lorsqu'ils avaient besoin d'une communication intraçable. Le téléphone n'avait qu'un seul contact enregistré, l'oncle René. Terence travaillait dans le contre-espionnage depuis assez longtemps pour savoir que lorsque quelque chose semble impossible, on passe généralement à côté d'informations cruciales. Son fils parle en russe, de l'argent mystérieux, un téléphone secret. Individuellement, tout cela pouvait s'expliquer. Ensemble, ils dressaient un tableau auquel il ne voulait pas croire. Il mémorisa le numéro de téléphone et remit tout en place exactement comme il l'avait trouvé. Puis il retourna se coucher, immobile aux côtés de sa femme endormie, planifiant sa prochaine action. En Afghanistan, Terence avait appris que les ennemis les plus dangereux étaient ceux qui souriaient en trahissant. En fixant le plafond, il se demanda s'il dormait à côté d'un d'eux depuis des années. Chapitre 2. Enquête. Terence se réveilla avant l'aube, une habitude ancrée par des années de service militaire. Kayla dormait encore, son visage paisible dans la lumière matinale filtrant à travers les rideaux. Il étudia ses traits, la femme qu'il avait épousée, la mère de son enfant, potentiellement sa plus grande ennemie. Il s'habilla discrètement et alla courir dans le quartier, profitant de ce moment pour réfléchir et observer. La banlieue avait la même apparence qu'à son départ, mais il la voyait désormais avec un regard différent. 3 maisons plus loin,
Madame Joséphine Slater s'occupait de son jardin comme d'habitude. Elle vivait rue Maple depuis 30 ans et connaissait les affaires de tout le monde. Terry m'cfarland. Bienvenue à la maison, chérie. Cria-t-elle en agitant son sécateur. Comment s'est passé votre déploiement? Contente d'être de retour, Madame Slater. Comment ça va par ici? Oh, tu sais, plutôt calme, en fait. Je dois dire que ta Kayla s'est fait des amis intéressants ces derniers temps. Terence ralentit le pas. Oh, des hommes étranges qui passent à des heures indues. Des types à l'air étranger, si ça ne te dérange pas que je le dise, et ton Austin passe énormément de temps au parc avec des gens que je ne reconnais pas, ces derniers temps. Terence dit prudemment, toujours en train de se faire de nouveaux amis. L'expression de Madame Slater suggérait qu'elle avait encore quelque chose à dire, mais qu'elle n'était pas sûre de devoir. Eh bien, tu sais comme nous, les vieux, nous nous inquiétons. Terence la remercia et continua sa course, mais son esprit s'emballait. Madame Slater était le système de surveillance officieux du quartier. Si elle avait remarqué une activité inhabituelle, ça valait la peine d'enquêter. Quand il rentra à la maison, Kayla préparait le petit déjeuner. Elle semblait nerveuse, laissant tomber une assiette qui se brisa sur le sol de la cuisine. Bon sang, marmonna-t-elle en s'agenouillant pour ramasser les morceaux. Je vais la chercher, dit Terence, mais elle lui fit signe de ne pas y aller. Non, ça va. Je suis juste maladroit ce matin. Austin descendit, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. C'était un beau gosse. Avec les yeux verts de Kayla et les cheveux noirs de Terence, le regardant manger ses céréales, Terence ressentit une pointe de fureur protectrice. Quoi qu'il se passe. Son fils était pris au piège. Papa, tu peux venir à mon match de foot demain, demanda Austin. Tu ne vas pas rater ça, mon pote? Kayla leva brusquement les yeux. Demain? Je croyais que tu avais ce truc. Quoi? Tu sais, ce rendez-vous avec les anciens combattants pour tes allocations? J'ai pris rendez-vous il y a des semaines. Terence n'avait mentionné aucun rendez-vous et il était certain que Kalin le savait. Encore un mensonge proféré sans réfléchir. Je peux reporter, dit-il. Pas besoin, dit-elle rapidement. Je prends Austin. Tu te concentres sur tes papiers. Après le petit déjeuner, Kayla partit travailler, prétextant qu'elle devait arriver tôt pour rattraper son retard. Terence attendit que sa voiture disparaisse au coin de la rue, puis appela Fort Bragg pour demander quelques jours de congé personnel. Son commandant, le colonel Eric Doyle, se montra compréhensif. Prends tout ton temps, m'cfarland. La réadaptation peut être difficile. Merci, monsieur. Je devrais peut-être faire quelques demandes officielles dans les jours à venir. Tout ce dont tu as besoin. Tu l'as bien mérité. Avec Kayla au travail et Austin à l'école, Terence avait la maison pour lui tout seul. Il mena une recherche minutieuse. Cette fois, à la recherche d'objets qu'il aurait pu manquer. Dans la boîte à bijoux de Kayla, il trouva un nouveau collier. Cher, certainement pas quelque chose qu'elle pouvait se permettre avec son salaire de réceptionniste. Le fermoir était gravé de caractères cyrilliques. Au sous-sol, derrière le chauffe-eau, il découvrit une boîte métallique verrouillée. La serrure était de haute qualité, mais Terence avait appris à crocheter les serrures et les forces spéciales. À l'intérieur, il trouva des documents qui le glacèrent. Des actes de naissance d'Austin sous différents noms. Des passeports avec la photo d'Austin, mais de fausses identités. Des dossiers médicaux montraient qu'Austin avait suivi une psychologue pour enfants, le docteur Beatrice Elliott, des séances dont Kayla n'avait jamais parlé. Les notes indiquaient une thérapie de modification du comportement et une programmation linguistique. La preuve la plus accablante était une série de photos. Austin était accompagné de 3 hommes différents, dont Terence ne reconnaissait aucun. Ces hommes ressemblaient à des Européens de l'Est, avec le visage dur et le regard calculateur de criminels de carrière. Sur plusieurs photos, ils enseignaient à Austin ce qui semblait être des techniques de combat au corps à corps. Au fond de la boîte se trouvait un téléphone portable, non pas celui du sac à dos d'Austin, mais un appareil plus sophistiqué. Terence l'alluma et trouva des applications de messagerie cryptée et des journaux d'appels internationaux. La plupart des numéros reliaient des pays où Terence avait mené des opérations, des endroits où les services de renseignement militaires américains valaient la peine de se tuer. Il photographiait tout avec son propre téléphone, puis replaçait soigneusement les objets. Des années d'opérations secrètes lui avaient appris la valeur de la patience.
Foncez trop tôt et vos ennemis se disperseraient comme des cafards. Attendez le bon moment et vous pourriez les détruire tous d'un coup. Cet après-midi-là, il était allé chercher Austin à l'école sous prétexte de passer du temps père-fils ensemble. Au lieu de cela, il s'était rendu à Riverside Park où Madame Slater avait mentionné avoir vu Austin avec des inconnus. « C'est ici que tu as joué ces derniers temps ?» demanda-t-il tandis qu'il se dirigeait vers l'aire de jeu. « Parfois, maman m'emmène ici quand elle a des courses à faire. » « Quel genre de course ?» Austin haussa les épaules, les yeux fixés sur un groupe d'enfants jouant au foot, mais Terence remarqua le regard de son fils scrutant les environs comme s'il cherchait quelqu'un en particulier. « Austin, à propos de ces amis qui t'ont appris le russe. Tu les vois ici ?» « Je ne suis pas censé en parler, » dit Austin doucement. « Maman dit que c'est un secret spécial. Les secrets entre amis, c'est bien, mais les secrets familiaux peuvent être dangereux. Tu comprends ?» Austin hocha la tête. Mais Terence voyait le conflit dans les yeux de son fils. Quelqu'un avait passé des mois à programmer le garçon, à créer des loyautés qui rivalisaient avec les liens familiaux. C'était une forme sophistiquée de manipulation psychologique, du genre de celles utilisées pour faire tourner des actifs à l'étranger. Ils passèrent 1 heure au parc, et Terence nota mentalement tous les allers-retours. Près du parking, il aperçut une berline noire aux vitres teintées et aux plaques diplomatiques. 2 hommes étaient assis à l'intérieur, observant l'aire de jeu. Lorsqu'ils remarquèrent que Terence se retournait, la voiture démarra et démarra. Ce soir-là, Kayla semblait agitée. Elle consultait son téléphone sans arrêt et sursautait au moindre bruit. Après le dîner, elle prétendit devoir filer faire les courses. « Tu veux que je vienne avec toi ?» proposa Terence. « Non, c'est juste un petit tour. Reste avec Austin. » Elle resta absente 2 heures, bien plus longtemps que n'importe quelle course. À son retour, elle n'avait pas de sac et sentait légèrement la cigarette, bien qu'elle prétendît avoir arrêté de fumer depuis des années. Après qu'Austin se soit couché, Terence la confronta directement. « Kayla, il faut qu'on parle. » Elle leva les yeux de son magazine et il vit la peur se dessiner sur son visage avant qu'elle ne se calme. « À propos de quoi ?» D'Austin parle en russe. Des hommes que Madame Slater a vu arriver. De la raison pour laquelle tu es si nerveuse. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ne me mens pas. Sa voix exprimait l'autorité dont il usait avec les insurgés capturés. J'ai trouvé le téléphone dans le sac à dos d'Austin. Je sais qu'il se passe quelque chose. Un instant, il crut qu'elle allait craquer et tout lui dire. Au lieu de cela, elle redressa les épaules et le regarda dans les yeux avec défi. Tu es parti depuis 8 mois, Terry. Les choses changent. Austin est juste un enfant brillant qui apprend facilement les langues. De qui? D'autres enfants. Comme je l'ai dit, Kayla, je suis fatigué. On peut en parler demain? Elle se leva et se dirigea vers l'escalier, mais Terence la saisit doucement par le bras. Quoi que tu aies pu faire, on peut arranger ça. Mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Elle le regarda un long moment, et il vit dans ses yeux quelque chose qui le glaça. Ni peur ni culpabilité, mais calcul. Elle se demandait s'il était utile ou négligeable. Il n'y a rien à arranger, dit-elle finalement. Tu imagines des choses. Alors qu'elle s'éloignait et montait, Terence réalisa que la femme qu'il avait épousée avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas, quelqu'un qui le voyait comme un obstacle plutôt que comme un partenaire. Il passa la nuit dans son bureau, à planifier sa prochaine action. Le lendemain, il commencerait à appeler ses anciens contacts et les services de renseignement, des personnes qui pourraient l'aider à comprendre exactement à quoi il avait affaire. Mais il savait déjà qu'il ne s'agissait pas seulement d'infidélité ou de divorce. Il s'agissait de quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui menaçait non seulement son mariage, mais aussi la vie de son fils. Et lorsque Terence McFarland identifia une menace pour sa famille, il l'élimina complètement. Chapitre 3. La vérité dévoilée. Le lendemain matin, Terence attendit que Kayla parte travailler avant de passer son premier appel. Le sergent-major Van Maloney avait servi avec lui en Europe de l'Est et travaillait désormais pour les renseignements militaires du Pentagone. Si quelqu'un pouvait l'aider à comprendre à quoi il avait affaire, c'était bien Van. Terry, content d'avoir de tes nouvelles. Comment te sens-tu dans la vie civile? C'est pour ça que je t'appelle. J'ai besoin d'un service, Van. Officieusement. La ligne resta silencieuse un instant. Quel genre de service?
J'ai besoin que tu entres des noms et des numéros de téléphone dans le système. Des ressortissants étrangers, peut-être des services secrets russes. Bon sang, Terry, qu'as-tu trouvé par hasard? Terence lui donna le numéro de téléphone du sac à dos d'Austin et lui décrivit les hommes sur les photos. Van promit de le rappeler dans les heures qui suivirent. Pendant qu'il attendait, Terence se rendit à l'école d'Austin. Il avait appris que les meilleurs renseignements venaient parfois de sources inattendues et que le personnel de l'école primaire voyait tout. La directrice, Madame Audrey Pitts, l'accueillit chaleureusement, mais parut nerveuse lorsqu'il l'interrogea sur les habitudes d'Austin pour les draguer. Bon, d'habitude, ta femme vient, mais il y a eu des remplaçants. Quel genre de remplaçants? Elle les appelait des amis de la famille. 3 hommes différents à des moments différents. Ils avaient une autorisation écrite de Madame McFarland, donc on ne pouvait pas refuser. Peux-tu les décrire? Madame Pitt hésita. Je ne devrais probablement pas, mais ils me mettaient mal à l'aise. Accents étrangers, très sérieux. Et Austin semblait toujours différent après avoir passé du temps avec eux. Plus silencieux, plus distant. Terence sentit sa mâchoire se serrer. Depuis combien de temps ça dure? Peut-être depuis des mois. J'ai essayé d'appeler ta femme une fois, mais elle a dit que tu approuverais l'arrangement. Kayla planifiait ça depuis des mois, avant même son départ pour l'Afghanistan. Ce n'était pas une liaison soudaine ni un moment de faiblesse. C'était une opération soigneusement orchestrée. Son téléphone vibra, un texto de Van. Appelle-moi tout de suite. Terence trouva un endroit tranquille sur le parking de l'école et composa le numéro. Terry, qui sont ces gens? La voix de Van était tendue. C'est ce que j'espérais que tu pourrais me dire. Le numéro que tu m'as donné mène à René Lancaster. De son vrai nom René Volkov. Il est du FSB, le service de renseignement extérieur russe. On le surveille depuis des années, mais il opère sous couverture diplomatique. Les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. Quelle est sa spécialité? Le recrutement d'actifs et le trafic d'enfants, ciblant spécifiquement les familles de militaires. Il identifie les conjoints vulnérables, les compromet, puis utilise leurs enfants comme moyen de pression. Terence sentit le monde basculer autour de lui. Dans quel but? L'extraction d'informations, principalement pour rapprocher l'enfant de son père, lui faire partager des informations confidentielles, mais il y a plus. Ils construisent aussi un réseau d'agents dormants. Des jeunes conditionnés psychologiquement à s'activer plus tard. Mon fils n'est pas confidentiel. Terence a dit que son esprit était déjà en train d'analyser les implications. Il avait été impliqué dans de nombreuses opérations secrètes, avait accès à des renseignements susceptibles de compromettre des missions en cours et de provoquer des morts. Peu importe. Vous avez une habilitation de sécurité, une expérience à l'étranger et une connaissance de nos procédures opérationnelles. De plus, votre femme travaille pour le docteur Gérard Morgan, n'est-ce pas? Oui. Dans un cabinet dentaire, Terry Morgan n'est pas seulement dentiste. Son cabinet est une façade pour une opération de blanchiment d'argent. La mafia russe l'utilise pour faire circuler de l'argent dans la région depuis des années. Nous avons monté un dossier, mais il nous fallait quelqu'un de l'intérieur. La trahison a été plus profonde que Terence ne l'avait imaginé. Kayla ne l'avait pas seulement trompé. Elle l'avait vendu aux services secrets étrangers tout en laissant son fils subir un lavage de cerveau et potentiellement un trafic. Van, j'ai besoin de tout ce que vous avez sur cette opération. Je ne peux pas. Mon fils est impliqué. Il le conditionne depuis des mois. Si cela passe par les canaux officiels, il faudra des semaines pour le traiter et d'ici là, ils auront disparu. Un long silence. Donnez-moi votre adresse email sécurisée. Et Terry, sois prudent. Ces gens ne laissent rien au hasard. 20 minutes plus tard, Terence parcourait des dossiers confidentiels dans son camion. L'opération était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. René Lancaster dirigeait un réseau qui s'étendait sur 3 États, ciblant les familles de militaires et construisant progressivement un réseau d'actifs compromis. Le cabinet du docteur Morgan était le centre financier, mais au moins une douzaine d'autres entreprises étaient impliquées. Kayla n'était pas seulement une victime séduite. C'était une participante consentante, recrutée au début de leur mariage. La chronologie des dossiers montrait qu'elle fournissait des informations sur les déploiements et les opérations de terrain depuis plus de 3 ans. Son téléphone sonna. C'était l'école d'Austin. Monsieur McFarland, ici Madame Pitt.
J'appelle parce qu'un des hommes dont nous avons parlé est venu chercher Austin. Il dit qu'il y a une urgence familiale. Gardez Austin là. Ne laissez personne l'emmener. J'arrive. Terence a enfreint plusieurs règles de circulation pour se rendre à l'école. À son arrivée, il a trouvé Austin assis dans le bureau du directeur, l'air perplexe, tandis qu'un homme trapu à l'accent slave discutait avec le personnel. « Ce n'est pas compliqué, disait l'homme. La mère, appela T.L. Le garçon vient avec moi. Monsieur, il faut attendre le père, insista Madame Pitts. L'homme se retourna lorsque Terence entra et le reconnut. C'était l'un des hommes des photos. Le sergent Mitchell S. avait mentionné avoir vu quelqu'un correspondant à cette description près de la base. Vous devez être le père d'Austin, dit l'homme en adoptant un anglais avec un fort accent. Je suis un ami de votre femme. C'est un accident. Elle m'a demandé d'aller chercher le garçon. Quel genre d'accident? Terence demanda, sachant déjà que c'était un mensonge. Problème de voiture. Elle est à l'hôpital, très inquiète pour son fils. Austin regarda les deux adultes, visiblement angoissés. Papa, maman va bien? Elle va bien, mon pote. Cet homme s'en allait. L'expression de l'inconnu se durcit. Mon garçon vient avec moi. C'est prévu. Non, dit Terence doucement. Il ne le fait pas. Pendant un instant, les deux hommes se firent face dans le bureau de l'école. L'inconnu était probablement armé, certainement dangereux, mais il se trouvait aussi sur le sol américain, dans un lieu public, entouré de témoins. Après un moment de tension, il recula. Tu te trompes, dit-il. Grosse erreur. Probablement pas la première. Après le départ de l'homme, Terence récupéra Austin et se rendit directement à la banque. Il vida leur compte d'épargne commun. Pas grand-chose, mais suffisamment pour disparaître un moment si nécessaire. Puis il se rendit dans un garde-meuble où il conservait certains objets de son service militaire. Des choses qui n'étaient pas vraiment réglementaires, mais qui pourraient s'avérer utiles. Le soir, il était prêt. Il avait envoyé Austin chez ses parents en Virginie, leur expliquant qu'il s'agissait d'une visite surprise. Il avait demandé des faveurs pour s'assurer que le garçon serait protégé par des personnes qui comprenaient les enjeux. Il était maintenant assis dans son salon plongé dans la pénombre, attendant le retour de Kayla. La maison était équipée d'un système de surveillance qu'il avait installé l'après-midi même, et il possédait des dossiers détaillés sur toutes les personnes impliquées dans l'opération. Lorsque Kayla arriva enfin vers minuit, elle parut choquée de le trouver dans la cuisine. « Terry, que fais-tu debout? Où est Austin? » En sécurité. Loin d'ici. Elle essaya de garder son sang-froid, mais il voyait la panique monter. Comment ça, loin d'ici? Où est-il? Là où tes amis ne peuvent pas le trouver. Le masque finit par tomber. Le visage de Kayla devint froid, et lorsqu'elle reprit la parole, son accent avait légèrement changé. Le ton américain soigneusement répété laissa place à quelque chose de plus européen. Tu ne comprends pas à quoi tu as affaire, dit-elle. Je comprends parfaitement. René Voloff, agent de renseignement du FSB. Docteur pour l'opération de blanchiment d'argent de Morgan. Votre recrutement comme agent il y a 3 ans, le conditionnement systématique de mon fils à servir d'agent dormant. Sa main se dirigea vers son sac à main, mais Terence fut plus rapide. Il s'était placé entre. Elle est toute arme potentielle, et sa formation militaire lui conférait des avantages qu'elle ne pouvait surmonter. Où est Austin? Demanda-t-elle. Ce n'est pas la bonne question, Kayla. La bonne question est, combien de temps as-tu avant que je décide que tu ne vaux pas la peine d'être gardé en vie? Pour la première fois depuis son retour, il eut une peur sincère dans ses yeux. Cette bonne peur signifiait qu'elle le prenait enfin au sérieux. Tu ne peux rien prouver, dit-elle. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Je ne suis ni flic ni procureur. Je suis un soldat trahi par sa femme et dont le fils a été menacé par des agents étrangers. Il se pencha en avant et, lorsqu'il parla, sa voix portait la précision froide de quelqu'un qui aurait interrogé des combattants ennemis. Tu as 2 choix. Tu peux coopérer avec moi pour démanteler toute cette opération, ou disparaître définitivement. La femme qui partageait son lit depuis 7 ans le fixait d'une haine flagrante. Tu te crois si intelligent, dit-elle. Tu n'imagines pas la profondeur de la situation. Alors explique-moi. Elle rit, mais sans humour. C'est trop tard. Même si tu m'arrêtes,
même si tu arrêtes René, il y en a d'autres. Ce n'est pas qu'une question de renseignement ou d'argent. Nous construisons quelque chose de plus grand. Ton fils n'est qu'un élément. Quel genre de chose? Le genre qui réduira en miettes ton précieux empire américain. Terence en avait assez entendu. Quel que soit leur plan, quel que soit le réseau qu'ils avaient construit, c'était terminé. Il avait passé des années à apprendre à détruire les opérations ennemies. Et maintenant, il allait mettre ses compétences au service de ceux qui avaient commis l'erreur de menacer sa famille. Appelle René, dit-il. Dis-lui que tu dois le voir ce soir. Pourquoi ferais-je ça? Parce que si tu ne le fais pas, j'appellerai mes contacts au renseignement militaire, et faire démanteler tout ce réseau par des agents fédéraux. Tes amis passeront le reste de leur vie dans des prisons supermax. Et si je l'appelle, sourit Terence, mais sans chaleur. Alors tu pourras me voir le détruire personnellement. Chapitre 4. Le piège. Kayla fixa son mari un long moment, calculant clairement ses options. Terence voyait les choses tourner. Elle essayait de déterminer si la coopération lui donnerait un avantage ou ne ferait que retarder l'inévitable. « Qu'est-ce qui te fait croire que je me soucie de ce qui arrive à René ?» demanda-t-elle finalement. « Parce qu'il est ton ticket de sortie. Sans lui, tu n'es qu'un atout compromis que les Russes élimineront pour protéger leur opération. Avec lui, tu pourrais survivre à ça. » C'était un mensonge. Mais Kayla l'ignorait. Terence avait déjà décidé que ni elle ni son agent ne s'en tireraient. Mais il avait besoin qu'ils croient avoir une chance. Il avait besoin qu'ils se sentent suffisamment en sécurité pour révéler toute l'étendue de leur réseau. Tu veux que je trahisse mon peuple? Le tien. Terence rit froidement. Kayla, tu n'es pas russe. Tu es une réceptionniste de Caroline du Nord recrutée pour ton avidité et ta stupidité. Dès que tu deviens gênante, on te tire une balle dans la tête. Il voyait le doute s'installer. Bien. Le doute a mené au désespoir, et les désespérés ont commis des erreurs. Que veux-tu? Je veux que tout le monde soit impliqué dans cette opération. Nom, lieu, dossier financier, protocole de communication, tout. Et en échange, tu disparais au lieu de mourir. Nouvelle identité, assez d'argent pour repartir de zéro quelque part au loin. Encore un mensonge. Terence n'avait aucune intention de les laisser s'échapper, mais il avait d'abord besoin de sa coopération. Kayla sortit son téléphone, pas celui du sac à dos d'Austin, mais un troisième appareil qu'il n'avait jamais vu. Elle tapa un message, attendit une réponse, puis leva les yeux. Il veut se retrouver au quartier des entrepôts demain soir. Trop public et trop de temps pour préparer une embuscade. Il n'est pas stupide, Terry. Il sait que ce pourrait être un piège. Ensuite, il faudra le convaincre du contraire. Terence se leva et se dirigea vers la fenêtre de la cuisine, vérifiant la présence d'une caméra de surveillance dans la rue. Rappelle-le. Dis-lui que tu as découvert que je prévois de signaler l'opération au renseignement militaire, mais que tu peux me convaincre de ne pas le faire. S'il t'aide à disparaître, il ne le croira jamais. Si, il le croira. Parce que les hommes comme René pensent que les femmes comme toi sont jetables. Il y verra une occasion d'éliminer un problème et de consolider sa position. Kayla passa l'appel, parlant rapidement en russe. Terence comprit suffisamment pour savoir qu'elle s'en tenait au scénario, se présentant comme désespérée et lui comme une menace gérable. Lorsqu'elle raccrocha, elle était pâle. Il vient ce soir. 2 heures. Parfait. Ça nous laisse le temps de nous installer. Pendant l'heure qui suivit, Terence transforma leur maison en zone de mort. Il éteignit les lumières intérieures et positionna des miroirs pour créer des lignes de vue à travers la maison. Il déplaça les meubles pour se couvrir et se dissimuler tout en limitant les possibilités de mouvement de ses cibles. Plus important encore, il activa le système de surveillance qu'il avait installé cet après-midi-là. Tout ce qui se passerait serait enregistré, fournissant des preuves du complot et justifiant ses actions. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda Kayla en le regardant travailler. « Parce que tu as touché à mon fils. » C'est aussi mon fils. Terence s'arrêta et la regarda avec une curiosité sincère. Tu y crois vraiment? Après ce que tu lui as fait subir, je ne l'ai jamais entendu. Tu as laissé des agents étrangers lui faire un lavage de cerveau. Tu t'apprêtais à le livrer à des trafiquants d'enfants. Tu as détruit sa capacité à faire confiance à qui que ce soit, y compris à sa propre mère. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Comment était-ce censé se passer, Kayla?
Elle resta silencieuse un long moment. Le plan initial n'était qu'une information. Tu serais déployé. Je poserai des questions banales sur ton travail. Je transmettrai tout ce qui serait utile. De l'argent facile. Personne ne serait blessé. Mais ensuite, René a dit qu'ils avaient besoin de plus d'actifs à long terme. Des gens capables de s'intégrer et d'accéder au plus haut niveau du gouvernement. Austin était parfait. Une famille de militaires, intelligents, malléables, alors tu l'as vendu. Je le protégeais. As-tu la moindre idée de ce que ces gens font aux familles qui refusent de coopérer? Terence sentit un froid se former dans sa poitrine. En fait, je le fais. J'ai vu leur travail en Europe de l'Est. Des tombes pleines de personnes qui ne coopéreraient pas avec le renseignement russe. Alors tu comprends? Je comprends que vous avez choisi de trahir votre pays et votre famille au lieu de venir vers moi pour obtenir de l'aide. Tu n'étais jamais là. Déployant toujours en train de sauver le monde pendant que je levais seul notre fils. Donc, c'est ma faute. Vous leur avez facilité de me recruter. Terence s'est rendu compte qu'il regardait un inconnu complet. La femme qu'il avait mariée n'aurait jamais rationalisé en trahissant leur enfant. Cette personne était une construction soigneusement construite par les gestionnaires russes pour servir leurs objectifs. Où est la vraie Kayla? Il a demandé. Que voulez-vous dire? La femme que j'ai épousée. Celui qui a pleuré quand je me suis déployé, qui a envoyé des forfaits de soins, qui ont parlé de la maison que nous achèterions quand je me retire. Fenêtre, il a pu voir une berline noire avec des plaques diplomatiques. Ici, l'homme qui est entré était grand et se penchait avec des cheveux prématurément gris et le genre d'yeux pâle que Terence associait au tueur de carrière. Le compagnon était le même homme épais qui a essayé de prendre Austin de l'école. Où est le mari? Demanda René en anglais accentué à l'étage. Il boit depuis qu'il a découvert l'argent. Je pense qu'il s'est évanoui. Vous êtes certain qu'il ne fera pas rapport? Je l'ai convaincu que cela détruirait l'avenir d'Austin s'il sortait. Il est en colère, mais il aime son fils plus qu'il ne nous déteste. René hocha la tête, apparemment satisfaite. Bon. Nous avons en attente d'avion. Vous et le garçon partirez ce soir. Et Terry? Il est lâche. Mieux vaut éliminer maintenant que l'exposition au risque plus tard. Terence en avait assez entendu. Ces gens avaient prévu de l'assassiner et d'enlever son fils. Toute miséricorde qu'il aurait pu considérer s'évaporer. Il est entré dans le salon avec son pistolet de service dessiné. En fait, je suis un dormeur assez léger. Les deux hommes se tournèrent vers lui, atteignant des armes. Mais Terence s'était parfaitement positionné. Il a mis la masse centrale de 2 tours dans l'homme épais avant que l'un ou l'autre ne puisse effacer le cuir. René a été plus rapide, retirant son arme à mi-chemin avant de se rendre compte qu'il était déjà mort. Lui gelé, tenant toujours son arme partiellement dessinée. Lentement, Terence a dit, 2 doigts, placez-le sur la table basse. René se comporta, ses yeux pâles ne quittent jamais le visage de Terence. Vous faites une très grosse erreur. Probablement, mais pas mon plus grand. Kayla était pressée contre le mur, fixant le corps de René. Le sang se propageait sur leur plancher de bois franc, et elle avait l'air de vomir. Asseyez-vous, lui a dit Terence. Vous deux. Ils se sont assis sur le canapé pendant qu'il restait debout, un canon entraîné sur René. Maintenant, nous allons avoir une conversation sur le nombre de personnes impliquées dans cette opération, a déclaré Terence. Et vous allez me le dire parce que l'alternative me regarde faire preuve de créativité avec la tolérance à la douleur. Je ne vous dis rien, dit René. Kayla, expliquez à votre ami ce que j'ai fait dans la vie en Afghanistan. Il est qui les spécialistes d'interrogatoire améliorés, dit-elle tranquillement. Ils brisent les gens pour obtenir des informations. C'est vrai. Et je suis très bon dans ce domaine. Terence a sorti un couteau. Pas son problème militaire lame, mais un outil plus petit conçu pour le travail de précision. René, vous avez environ 30 secondes pour décider si vous souhaitez coopérer volontairement ou involontairement. Les Russes le regardaient avec une haine évidente, mais aussi une peur croissante. Il avait probablement torturé les gens lui-même, ce qui signifiait qu'il comprenait exactement ce qui était offert. Que voulez-vous savoir? Tout. Commencez par le nombre d'actifs que vous utilisez dans ce domaine. Pendant l'heure suivante, René a parlé. L'opération était plus grande que le renseignement militaire ne le soupçonnait. Des dizaines de familles compromises,
plusieurs entreprises légitimes étant utilisées comme front, et un réseau qui s'est étendu au gouvernement local et aux forces de l'ordre. Le plus troublant était le programme pour enfants. Austin n'était pas le seul enfant conditionné en tant qu'agent dormant. Il y en avait au moins 12 autres à divers stades de préparation, certains aussi jeunes que 6 ans. Où les enfants sont-ils détenus? Demanda Terence. À Os et Montagne sûre, mais vous ne les trouverez jamais. Nous verrons à ce sujet. Terence avait ce dont il avait besoin. Maintenant est venue la partie difficile. Kayla, appelez le docteur Morgan. Dites-lui qu'il y a eu un problème avec l'opération et qu'il doit venir ici immédiatement. Il ne viendra pas was exactly what Terence wanted. How many more people are coming, et asked René. Enough to kill you. Meb, do you never know because you won't be alive to see it. Terence put a bullet through René's forehead before the man could react. Kayla screamed and scrambled away from the body. Why, she sobbed. He was cooperating. Because he was a foreign intelligence officer who was trafficking American children, Terence said calmly. And parce que je vous ai donné tous les deux une chance de faire la bonne chose, vérifier sa montre. Morgan arriverait dans l'heure, probablement avec tout muscle qu'il pourrait rassembler à court terme. Terence a passé du temps à préparer la maison aux conditions de siège, à installer des champs de feu qui se chevauchent et à préparer plusieurs désagréments sur les invités non invités. La vraie guerre commençait à peine. Chapitre 5. Le réseau. Le docteur Gérard Morgan est arrivé 43 minutes plus tard avec 3 voitures pleines d'hommes armés. Terence regarda depuis une fenêtre à l'étage alors qu'il se déploie autour de sa maison avec une précision militaire. Trop de précision pour les criminels simples. C'étaient des professionnels, probablement des experts ou d'autres forces spéciales russes travaillant des contrats privés. Kayla Morgan a appelé de la rue. Nous savons que vous êtes là-dedans. Sortez et nous pouvons en discuter. Terence a activé le système de sonorisation qu'il a juré à sa configuration de théâtre. Docteur, voici Terry McFarland. Vos amis René et Yvan ne sont plus disponibles pour la discussion. Une longue pause. Monsieur McFarland, je pense qu'il y a eu un malentendu. Nous sommes là pour aider votre femme à une urgence médicale. La seule urgence ici est combien d'entre vous vont mourir ce soir? En réponse, les hommes à l'extérieur ont commencé à se déplacer vers la maison. Terence s'y attendait. Il a déclenché la première de ses surprises préparées, une mine Claymore qu'il a positionnée près de la passerelle avant. L'explosion a brisé les fenêtres et a envoyé 2 des attaquants volants. Retour, cria Morgan. Retombée. L'équipe d'assaut s'est retirée dans la rue, se regroupant derrière leur véhicule. Terence a utilisé le bref répit pour vérifier Kayla, qui était zippée à une chaise dans la cuisine. Tu es folle, dit-elle. Ils nous tueront tous les deux maintenant. Ils allaient toujours nous tuer. Au moins de cette façon, je peux les emporter avec moi. Son téléphone a sonné. L'identité de l'appelant a montré que c'était Morgan. Monsieur McFarland, soyons raisonnables. Vous avez quelque chose dont j'ai besoin et j'ai des ressources que vous pouvez utiliser. De quoi pourriez-vous avoir dont j'ai besoin? Des informations sur l'emplacement de votre fil. Terence sentit de la glace dans ses veines. Austin est en sécurité. Êtes-vous certain? Nous suivons ses mouvements depuis hier. De beaux grands-parents, au fait. Des gens très confiants. Tu mens. Red Brick House sur M Street à Richmond. Votre père aime lire le journal sur le porche avant tous les matins à 7 heures. Votre mère conduit une Honda Civic bleue. Il pense qu'Austin est là pour une visite surprise. Terence ferma les yeux. Il avait sous-estimé la portée de leur réseau de surveillance. Que voulez-vous? Commerce simple. Vous et votre femme pour la sécurité du garçon. Une heure où nous activons les actifs à Richmond. La ligne est morte. Terence regarda le téléphone, la course d'esprit à travers des options. Il pourrait appeler ses contacts et ses renseignements militaires, mais toute réponse officielle prendrait du temps. Il pouvait essayer d'avertir ses parents, mais si les Russes avaient des gens qui regardaient la maison, toute activité inhabituelle pourrait déclencher une action immédiate. La voix de Terry Kayla était petite, effrayée. Austin est-il vraiment en danger? À cause de toi. En raison des choix que vous avez faits. Je n'ai jamais voulu que tout cela se produise. Les intentions n'ont pas d'importance maintenant. Terence a pris une décision qui aurait horrifié ses commandants,
mais se sentait complètement naturel compte tenu des circonstances. Il a appelé Van Maloney. J'ai besoin d'une extraction immédiate pour 2 civils à Richmond, en Virginie. Dit-il sans préambule. Terry, qu'est-ce qui se passe? Les actifs russes menacent ma famille. J'ai besoin d'une équipe tactique chez mes parents maintenant. Je ne peux pas autoriser. Puis trouver quelqu'un qui le peut. J'ai 8 hostiles armés à l'extérieur de chez moi et des informations sur un réseau de trafic d'enfants se rendent jusqu'à Moscou. Jésus. D'accord, je vais passer des appels. Donnez-moi l'adresse. Terence a fourni les détails, puis a raccroché et s'est préparé pour la plus longue heure de sa vie. À l'extérieur, l'équipe de Morgan se préparait pour une assaut appropriée. Ils ont apporté des charges en forme et semblaient savoir comment les utiliser. Terence s'était également préparé à cette éventualité, mais ses options étaient limitées par le fait qu'il devait survivre assez longtemps pour assurer la sécurité d'Austin. L'attaque est venue de 3 directions simultanément. L'équipe avant a utilisé des charges de violation pour faire sauter la porte pendant que les équipes se déplacent dans la cour et tentent d'accéder à travers le sous-sol. Terence s'était également préparé à ce scénario. Il a déclenché une série d'appareils explosifs improvisés qui ont tourné les escaliers du sous-sol dans un piège à mort, puis a engagé l'équipe passant par la porte arrière avec un tir de fusil précis dans une position surélevée. Son entraînement militaire a complètement déclenché. C'était juste une autre patrouille sous le feu. Un autre groupe d'hostiles à neutraliser. L'équipe avant est arrivée à l'intérieur, mais s'est retrouvée dans une maison conçue pour les canaliser dans des zones de mise à mort. Terence avait retiré ou repositionné des meubles pour créer des zones de fondation mortelles où les attaquants seraient exposés pendant qu'ils restaient à couvert. 2 hommes se sont rendus jusqu'au salon avant de marcher sur des plaques de pression qui ont déclenché des coquilles de fusil de chasse câblées au sol. Le 3e homme était plus intelligent, utilisant ses camarades morts comme couverture tout en essayant de flanquer la position de Terence. Cuisine. L'homme a crié en russe. La femme est dans la cuisine. Terence s'est rendu compte qu'ils essayaient d'utiliser Kayla comme effet de levier. Il a déménagé rapidement, en utilisant la connaissance de sa propre mise en page pour intercepter l'attaquant avant qu'il ne puisse l'atteindre. Ils se sont rencontrés dans le couloir, et le combat a été bref mais vicieux. Le Russe était qualifié, mais Terence avait des années d'expérience de combat de quartier proche et la motivation d'un homme protégeant sa famille. L'homme est descendu avec un coup cassé. Rapport d'état. La voix de Morgan est passée par une radio sur l'un des corps. Terence a ramassé la radio. Voici MC Farland. Vos garçons ont besoin d'une meilleure formation. Silence un instant. Ensuite, vous retardez l'inévitable. Peut-être, mais j'apprécie vraiment le retard. La vague suivante est arrivée 20 minutes plus tard. Plus prudents, mieux coordonnés, ces hommes ont ému comme des professionnels qui avaient appris des erreurs de leurs prédécesseurs. Terence a été contraint de retomber à des positions préparées au 2e étage en utilisant l'escalier étroit comme point d'étranglement. Son téléphone bourdonnait d'un texte du paquet de fourgonnettes sécurisées. Votre père dit de vous dire que la cavalerie arrive. Un soulagement l'a inondé. Austin était en sécurité. Maintenant, il pouvait se concentrer entièrement sur l'élimination des personnes qui ont menacé sa famille. Kayla, il a appelé à la cuisine. Avez-vous entendu cela? Austin est en sécurité. Ce qui signifie que je n'ai plus besoin de toi vivant. S'il vous plaît, elle a sangloté. Je ferai n'importe quoi. Vous avez déjà tout fait. Vous avez vendu votre pays et votre famille pour de l'argent. Il a entendu le mouvement en bas. Les attaquants restants se regroupent pour un autre assaut. Cette fois, ils utilisaient la suppression du feu pour garder la tête baissée pendant qu'ils avançaient. Tactique professionnelle, mais Terence les attendait. Le câblage de la maison avait été modifié cet après-midi. Lorsqu'il a déclenché l'interrupteur principal, chaque luminaire de la maison a explosé simultanément, pleuvant des étincelles et du verre brisé tout en plongeant tout dans l'obscurité. Night Vision avait fait partie de sa mise à niveau de l'équipement. Les attaquants, pris au dépourvu par l'obscurité soudaine, sont devenus des cibles faciles qui se déchelonnent contre l'éclairage extérieur. Terence s'est déplacé dans sa propre maison comme un fantôme, en utilisant des escaliers et des portes qu'il avait mémorisées, engageant des cibles qui ne pouvaient pas le voir venir. C'était un abattage, mais méthodique. Chaque kill était précise, professionnelle, nécessaire. Lorsque la fusillade s'est arrêtée, seul le docteur Morgan est resté vivant à l'extérieur. Terence le trouva se cacher.
Derrière sa voiture, une arme tirée, mais les mains tremblantes. C'est fini, docteur, a déclaré Terence, sortant de l'ombre. Votre réseau est soufflé. Vos hommes sont morts et les agents fédéraux enrôlent vos maisons sur pendant que nous parlons. Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait, a déclaré Morgan. Cette opération a été des années dans la planification. Des millions de dollars, des dizaines d'actifs, tous gaspillés parce que vous avez menacé mon fils. Il y aura des conséquences. Mon gouvernement le fera. Votre gouvernement vous désavouera et prétend que cela ne s'est jamais produit. C'est ce que font les services de renseignement avec les opérations soufflées. Terence leva son fusil. Des derniers mots? Attendez, dit désespérément Morgan. Je peux vous donner des informations. Nom, emplacement, dossier financier, tout ce dont vous avez besoin pour détruire l'ensemble du réseau. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, mais il y en a d'autres. Les enfants détenus, les familles menacées. Vous pouvez les sauver. Terence s'arrêta. C'était l'ouverture qu'il attendait. Parlez. Pendant les 30 prochaines minutes, le docteur Morgan a fourni des détails sur une opération qui a parlé même les attentes cyniques de Terran. Le réseau de trafic d'enfants s'est étendu dans plusieurs États avec des maisons sur déguisées en camps d'été et en écoles privées. Le réseau financier a impliqué des dizaines d'entreprises légitimes et au moins 3 grandes banques. Plus important encore, Morgan a révélé l'emplacement de la maison de sécurité primaire où Austin et les autres enfants ont été prévus pour le transport. 12 enfants, a déclaré Morgan, âgés de 6 à 14 ans. Ils sont en conditionnement depuis des mois, certains depuis des années. Resort abandonné dans les montagnes Blue Ridge. Mais c'est fortement gardé et s'ils soupçonnent un compromis, ils tueront les enfants. Morgan hocha la tête. Protocole standard. Aucun témoin, aucune preuve. Terence a senti que les calculs froids familiers s'installaient sur lui. Il ne s'agissait plus de vengeance personnelle. Il s'agissait de sauver des vies innocentes. Vous allez m'aider à récupérer ces enfants, a-t-il dit à Morgan. Pourquoi ferais-je ça? Parce que si vous ne le faites pas, je vous remettais des agents fédéraux vivants. Et je pense que vous savez ce qui arrive aux trafiquants d'enfants dans les prisons américaines. Le visage de Morgan s'épale. L'offre d'une mort rapide se tournait mieux à la minute. De quoi avez-vous besoin? Code d'accès, horaire de garde, disposition de construction, tout. Comme Morgan parlait, Terence prévoyait déjà l'agression. Il aurait besoin d'aide. Ce n'était pas une opération individuelle, mais il avait des contacts, des gens qui lui devaient des faveurs, des soldats qui comprendraient ce qui devait être fait. La guerre personnelle était terminée. Il était maintenant temps pour la vraie bataille. Chapitre 6. Le sauvetage. Down se séparait des Blue Ridge Mountains alors que Terence assemblait son équipe à un arrêt de repos à 20 mètres de la cible. Il avait appelé chaque faveur qui lui était due, tendant la main aux opérateurs qui avaient servi avec lui en Afghanistan et dans d'autres endroits qui n'existaient pas officiellement. Le sergent Mitchell avait descendu de Fort Bragg avec un équipement qui n'était pas censé quitter la base. Le sergent-major Van Maloney avait apporté des actifs de renseignement et du brouillage. Le sergent d'état-major Casey Murray, récemment pris sa retraite de Delta Force, avait contribué des explosifs et des armes à longue portée. Le 5e membre de leur équipe était inattendu. L'agent spécial du FBI, Patrice Ld, spécialiste des affaires de trafic d'enfants qui enquêtait sur le réseau russe depuis des mois. C'est très irrégulier, a déclaré l'agent Ld en examinant les photos satellites de la cible. Nous devrions attendre une équipe tactique complète. Ces enfants n'ont pas le temps de la bureaucratie, a répondu Terence. Les gens de Morgan savent que leur opération a fait exploser. Ils commenceront à éliminer les preuves, et cela comprend des témoins. Le complexe abandonné était assis sur une crête de montagne accessible uniquement par une seule route sinueuse. Selon Morgan, qui était une étendue zippée. Combien de hostiles? Des règles d'engagement? Mitchell voulait savoir. Terence a regardé chaque membre de son équipe. Ce sont des gens qui avaient servi avec lui au combat, qui ont compris les enjeux lorsque la vie des enfants était impliquée. Il y a 12 enfants dans ces cabines qui ont été torturés et lavés par le cerveau par les agents étrangers, a-t-il dit. N'importe qui entre les États-Unis et ses enfants et le fait de ne pas avoir fait des objets. Dans 2 véhicules, en prenant des itinéraires à l'approche de la station balnéaire. Interrogé. Sur le balcon du lodge. Simultanément,
Mitchell et Van ont engagé les équipes de périmètre à l'aide d'armes supprimées pour éviter d'alerter la force principale. Terrence a violé la porte d'entrée du lodge avec des charges explosives, se déplaçant dans le bâtiment avec une précision méthodique. Les gardes à l'intérieur ont été préparés aux forces de l'ordre. Ils n'étaient pas préparés à quelqu'un qui a combattu comme eux. Le premier hostile qu'il a rencontré a été la mise en place d'une mitrailleuse pour balayer l'approche principale. Terrence a mis la masse centrale de 3 tours avant que l'homme ne puisse acquérir une cible. Le deuxième gardien a essayé de le flanquer à travers la cuisine mais est entré dans une grenade de fragmentation. Emplacement des enfants. Cria Terrence sur un garde blessé. Cabin 7 à 12. L'homme a halté avant de perdre connaissance. À l'extérieur, la voix de Mitchell est venue à travers la radio. Périmètre sécurisé. Plusieurs véhicules s'approchant du sud. Négatif fédéral. Marquage russe. Ressemble à une équipe de nettoyage. Terrence s'est rendu compte qu'ils avaient été pris dans un engagement à 3. Les Russes étaient là pour éliminer les preuves et les témoins. Les agents fédéraux convergeaient pour procéder à des arrestations et son équipe tentait de sauver les enfants du milieu d'une zone de guerre. Casey, pouvez-vous atteindre les cabines? Négatif. Trop de terrain ouvert et ces véhicules russes ont des armes lourdes. Une nouvelle voix est venue à la radio. Le docteur Morgan, ayant apparemment travaillé sans ces contraintes. Les enfants ont des colliers explosifs, a-t-il dit. Détonation à distance s'ils essaient de quitter le composé. Terrence sentit son sang se tourner vers la glace. Désarmer les codes. Je ne les ai pas. Seul le commandant du site le fait. Où est-il? Lodge principal. 2e étage. Bureau au bout de la salle. Terrence bougeait déjà. Il s'effrayait un chemin à travers le lodge, engageant 2 autres gardes dans l'escalier avant d'atteindre le 2e étage. La porte du bureau était en acier renforcé, mais Casey lui avait fourni suffisamment d'explosifs pour briser un coffre-fort. La porte de l'explosion n'a pas eu l'occasion. À l'intérieur, il a trouvé un homme d'âge moyen dans des vêtements chers tapant frénétiquement un ordinateur portable tout en parlant le russe rapide dans un téléphone satellite. Commandant de la vue, a demandé Terrence en russe. L'homme se retourna pour atteindre un pistolet. Terrence lui a tiré sur l'épaule, l'envoyant au sol. Désarmé code pour les colliers pour enfants, a déclaré Terrence, revenant à l'anglais. Allez en enfer. Terrence lui a tiré dessus dans l'autre épaule. J'ai le temps pour ça. La question est-ce que ces enfants? À travers la fenêtre, il pouvait voir des véhicules russes se positionner dans les cabines. Les agents fédéraux prenaient des positions le long de la ligne des arbres. Les enfants étaient piégés au milieu avec des appareils explosifs autour de leur cou. Les codes, ont-ils répété, tuez-moi. Les codes meurent avec moi. Je ne vais pas vous tuer. Je vais commencer à retirer des pièces jusqu'à ce que vous coopérez. Terrence a sorti son couteau et s'est dirigé vers l'homme blessé. Parfois, la menace était plus efficace que l'action. Attendez. L'homme a atteint son ordinateur portable. Master Control, mais vous avez besoin des 2 codes. Quel code? Le mien est Moscou. Appelez-les. Took 5 minutes. The Russian handler on the other end was suspicious, but the site commandé was convincing. Fear was an excellent motivator. We have the code. Agent LD reported over the radio. But the Russian team is moving on the cabin. You need to hurry. Terrence typed the authorization sequence while Bullet began flying outside. The computer screen showed 12 green lights switching to red, collar disarmed. All teams, children are clear for extraction, et broadcast. What followed was les 10 minutes les plus longues de la carrière militaire de Terran. Van a retenu l'équipe de nettoyage russe. L'agent aîné s'est coordonné avec l'arrivée des unités fédérales pour établir un couloir sûr pour l'évacuation. Les enfants qui ont émergé de ces cabines entraient les rêves de Terran pendant des années. Ils ont bougé comme des poupées cassées, parlant dans des voix monotones, répondant aux commandes en plusieurs langues. La plus jeune était une fillette de 6 ans qui s'est présentée avec un numéro au lieu d'un nom. 12 sujets extraits. L'agent LD a rapporté alors que les équipes médicales avaient pris en charge les enfants. Tous vivants, mais ils vont avoir besoin d'un traitement psychologique approfondi. L'équipe de nettoyage russe s'est retirée lorsque des hélicoptères fédéraux sont apparus au-dessus de la tête. Le docteur Morgan et les gardes survivants ont été placés en garde à vue.
Le commandant du site survivrait à ses blessures pour faire face à un procès, en supposant qu'il vivait assez longtemps pour témoigner. Alors qu'il chargeait les enfants dans des hélicoptères médicaux, l'agent aérien a approché Terence. Cette opération a sauvé des vies, a-t-elle déclaré. Mais il y aura des questions sur les méthodes et la juridiction. Laissez-les demander. Certains de ces enfants peuvent ne jamais récupérer complètement. Le conditionnement était vaste. Terence a regardé les hélicoptères disparaître dans le ciel du matin. 12 enfants qui auraient disparu pour toujours rentrer chez eux. Sa colère commence enfin à s'estomper. Nous le sommes tous les deux. Mais même alors qu'il tenait son fils, Terence Mine travaillait déjà sur la phase suivante. Le réseau était brisé, mais pas détruit. Il y aurait d'autres opérations, d'autres enfants en danger. La guerre était loin d'être terminée. Chapitre 7. Conséquences. 2 semaines après les sorts de montagne, Kayla a plaidé pour les enfants. La complot en vue de la condamnation est probablement la vie sans sa condamnation. J'ai pensé qu'ils se sont rendus dans une salle de conférence où l'agent aîné et plusieurs autres responsables fédéraux attendaient. L'atmosphère était tendue mais pas hostile. Commençons par l'évidence. L'agent Case a déclaré, vous avez tué 11 personnes en l'espace de 48 heures. 11 combattants ennemis qui étaient engagés dans la traite des enfants et l'espionnage. C'est en Afghanistan, monsieur M.C. Farland. Nous avons des lois et ces lois n'ont pas protégé mon fils et 11 autres enfants. Des mois auraient été expédiés à l'étranger et ont disparu. Contact, a déclaré agent LD. Le bureau pourrait utiliser quelqu'un avec vos compétences particulières. Terence a presque ri. Après tout ce qu'il avait vécu, il voulait l'embaucher. J'apprécie l'offre, mais j'en ai fini avec le travail du gouvernement. Pensez Y, a exhorté l'agent Keller. Il existe d'autres réseaux, d'autres enfants à risque. Vous avez prouvé que vous pouvez atteindre des gens que nous ne pouvons pas toucher à travers des canaux normaux. Et Austin? Il aura besoin d'une thérapie, d'un débriefing étendu, a déclaré doucement l'agent. Le conditionnement qu'il a subi a été sophistiqué. Il peut prendre des années pour annuler pleinement la programmation psychologique. Terence surveillait de près son fils depuis qu'il le ramenait à la maison. Austin semblait normal la plupart du temps, mais parfois il se glissait dans les modèles de discours robotiques ou répondait aux commandes en russe. Les dommages pourraient être permanents. Il y a autre chose. L'agent Case a ajouté, le docteur Morgan veut vous voir. Pourquoi? Il dit qu'il a des informations sur d'autres opérations, mais il ne vous parlera que. 1 heure plus tard, Terence s'est retrouvé dans un centre de détente fédéral, assis en face de l'homme qui a aidé à détruire sa famille. Morgan avait l'air hagardé. Les vêtements chers remplacés par une combinaison orange. Tu es venu, a déclaré Morgan. Parlez. Le réseau que vous avez perturbé n'était qu'une seule cellule. Il y en a d'autres, des opérations plus grandes, des enfants qui sont déplacés à travers le Mexique et le Canada. Dites au FBI. Ils ne me croiront pas sans preuve. Et la preuve est cachée dans des endroits qu'ils ne trouveront jamais. Terence se pencha en arrière sur sa chaise. Que voulez-vous? Protection. Mon propre peuple essaiera de me tuer avant le procès. Les Russes ne tolèrent pas l'échec. Pas mon problème. Faites-en votre problème. Je peux tout te donner. Compte bancaire, emplacement des maisons sûres, les noms de chaque actif compromis en Amérique du Nord en échange de quoi? Une nouvelle identité. Après avoir témoigné, la protection des témoins. Terence a considéré l'offre. Morgan était un monstre qui avait participé à la traite des enfants, mais il était également une mine d'or d'intelligence qui pourrait sauver d'autres enfants. Je vais passer quelques appels, a-t-il finalement dit. Il y a autre chose, a déclaré Morgan alors que Terence se levait pour partir. Votre femme n'a pas été recrutée au hasard. Que voulez-vous dire? L'opération de compromis que vous avez spécifiquement été planifiée il y a 3 ans. Il connaissait votre niveau de dégagement, votre horaire de déploiement, tout. Quelqu'un dans l'intelligence militaire. Terence a quitté les questions avec des réponses. Morgan affirme que c'était une opération ciblée depuis le début. Moi. Que allez-vous faire? Terence a regardé par la fenêtre d'Austin, qui jouait dans la cour sous les yeux vigilants de 2 agents du FBI affectés pour le protéger. Je vais découvrir qui, puis je vais leur montrer la même miséricorde qu'ils ont montrée à mon fils. Le lendemain matin, l'agent aîné a appelé avec des nouvelles qui changeraient tout.
Le docteur Morgan a été retrouvé mort dans sa cellule. Elle a signalé un suicide apparent. Mais vous ne le croyez pas, capsule de cyanure intégrée dans une dent. C'est un métier de qualité professionnelle. Quelqu'un l'a fait taire. Et celui qui l'a fait a accès aux installations de détention fédérale. Terence ferma les yeux. La conspiration était plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Et maintenant, leur principale source d'intelligence était morte. Agent LD, combien de personnes savaient que Morgan me parlait? Peut-être une douzaine. Tous les membres du personnel défriché. L'un d'eux est compromis ou l'un d'eux est l'actif réel. Terence a senti les pièces cliquer sur place. La sécurité ratée du Mountain Resort. Le timing pratique de l'équipe de nettoyage russe. La mort soudaine de Morgan. Quelqu'un orchestrait des événements de l'intérieur gouvernement. J'ai besoin d'une faveur. Il a déclaré à l'agent aîné. Quel genre de faveur? Le genre qui vous oblige à me faire complètement confiance. Cette nuit-là, Terence a commencé à planifier sa mission la plus dangereuse à ce jour. Cette fois, l'ennemi n'était pas des agents étrangers opérant sur le sol américain. Ce sont les Américains qui ont trahi leur propre pays pour de l'argent et du pouvoir. Et cette fois, il n'y aurait pas du tout de règles d'engagement. Chapitre 8. La chasse. Terence a passé les 3 jours suivants à mener sa propre enquête en utilisant les compétences acquises dans une douzaine d'opérations secrètes. La clé était la patience. La précipitation alerterait l'ennemi et potentiellement tuer Austin. Il a commencé avec des dossiers financiers, traçant la piste monétaire qui avait financé le réseau russe. Le cabinet dentaire du docteur Morgan n'avait été qu'un nœud dans un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes offshore. Mais l'argent a toujours laissé des traces, et Terence savait comment les suivre. Travaillant depuis un lieu sécurisé fourni par Van, il cartographia le réseau financier avec la précision méthodique d'un traqueur de terroristes. Chaque transaction racontait une histoire. Chaque compte révélait des connexions. Lentement, un schéma se dessina. Le financement ne provenait pas entièrement de sources russes. Des sommes substantielles avaient transité par des banques américaines, transférées par des personnes ayant accès à des comptes gouvernementaux et à des fonds de sous-traitants militaires. Oli Van chuchota tandis qu'ils examinaient les données. Ce n'est pas seulement de l'espionnage. C'est un détournement de fonds à grande échelle. À quel point? 40 millions de dollars sur 3 ans. Quelqu'un a détourné des contrats de défense et a fait transiter l'argent par des réseaux russes. Terence étudia les numéros de compte et les codes de routage. L'argent avait été transféré par une personne connaissant parfaitement les systèmes financiers militaires, une personne autorisée à transférer des sommes importantes sans déclencher de vérifications automatiques. Le Pentagone, demanda-t-il, devait l'être. Ce niveau d'accès requiert une habilitation de sécurité et une autorité hiérarchique. La percée est survenue lorsque l'agent LD a appelé pour donner des nouvelles de l'autopsie de Morgan. La capsule de cyanure était de qualité militaire. Elle a signalé spécifiquement le type de données utilisées par le commandement des opérations spéciales pour les situations d'urgence. Combien de personnes y ont accès? Une trentaine dans le monde. Toutes avec des habilitations si élevées qu'elles sont quasiment invisibles. J'ai besoin de la liste. Terry, c'est bien au-dessus de mon niveau d'habilitation. Je ne peux pas me contenter d'être l'agent LD. Quelqu'un à SACOM a trahi ma famille et tué Morgan pour brouiller les pistes. Combien d'enfants devront encore mourir avant que nous cessions de jouer selon leurs règles? Ce soir-là, la liste est arrivée par voie cryptée. 30 noms, dont celui de son propre commandant, le colonel Eric Doyle. Terence a recoupé les noms avec les données financières, à la recherche de liens avec les sociétés écrans et les comptes offshore. La plupart des correspondances étaient sans issue, des officiers légitimes sans lien apparent avec le réseau russe. Mais un nom apparaissait plusieurs fois dans les documents financiers, le général de brigade Leroy Sweeney, directeur adjoint des opérations stratégiques. Sweeney avait été impliqué dans l'approbation de contrats pour des entreprises fictives, dans l'autorisation de virements vers des comptes qui ne menaient à rien et dans la validation d'opérations ayant couvert des activités russes. Voici l'homme, dit Terence à Van. Il dirigeait la partie américaine de l'opération. Un général Terry, c'est de la trahison au plus haut niveau. Voilà à quoi ressemble quelqu'un qui décide que l'argent est plus important que le pays. La question était de savoir comment le prouver. Sweeney était protégé par des couches de sécurité et de bureaucratie. Impossible de l'approcher par les voies normales sans l'avertir qu'il avait été découvert. Il faut qu'il se dénonce, décida Terence.
Lui faire croire que l'opération est toujours viable. Utilisant ses contacts et les renseignements militaires, Terence répandit une désinformation soigneusement élaborée suggérant que le docteur Morgan avait laissé des preuves cachées susceptibles de compromettre l'ensemble du réseau. L'appât était irrésistible. Sweeney allait devoir agir pour se protéger. Le piège était tendu dans un quartier d'entrepôt près de Richmond, la même où René avait initialement voulu se rencontrer. Terence se posta avec du matériel de surveillance, attendant de voir qui viendrait chercher les prétendues preuves de Morgan. Sweeney arriva avec une petite équipe de sous-traitants, non pas des militaires, mais des opérateurs privés qui pouvaient être désavoués si nécessaire. Ils sillonnèrent l'entrepôt avec une prudence professionnelle, à la recherche de preuves inexistantes. Terence enregistra tout, constituant un dossier qui tiendrait la route devant le tribunal, mais il se prépara aussi à l'éventualité que les tribunaux ne suffisent pas. Mouvement côté est. L'agent LD fit son rapport par radio. Elle était positionnée avec des unités de renfort,